Ça sera très joli. Bon, allez, ce soir, on se retrouve donc, comme je vous l'avais dit. J'ai pris 2 sujets totalement différents. Hem, je voulais parler, de d'une histoire bien précise. Après, c'est une histoire qui a été médiatisée, hem, au niveau, d'une femme battue. Il y en a même eu plusieurs qui ont été médiatisées. Il y a eu, l'affaire Lange, qui a mis, d'ailleurs, il y a eu un film là-dessus qui s'appelle L'Emprise, et vous avez un autre film qui est sorti sur, l'histoire de Jacqueline Sauvage. Alors pourquoi je voulais revenir là-dessus? Parce qu'en fait, j'ai vu, une émission, parce que je suis, les émissions, genre «Faites rentrer l'accusé», des trucs du genre. Et en fait, j'avais déjà vu, donc j'ai suivi toute l'actualité, qu'il y a eu avec Jacqueline Sauvage et cetera à l'époque, et l'affaire Lange aussi. Heu, quand on a été une personne qui, à un moment de sa vie, a vécu, des coups et blessures, par, la personne avec qui on vivait, mari, cohabitant, qui est parent aussi. On a toujours cette tendance à vouloir comprendre, pourquoi, et à aussi, se mettre à la place de ces victimes qui ont vécu ça. Donc moi, j'ai suivi, beaucoup là-dedans, surtout l'affaire Lange, parce que, quelque part, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, et sauf que moi je l'ai pas tué, hein, voilà. Et en fait, j'ai suivi une émission, donc c'est «Faites rentrer l'accusé», où on parle justement de l'histoire de Jacqueline Sauvage, et j'étais un petit peu déçue de la façon dont ils décortiquent cette histoire-là, parce que bien souvent, c'est assez bien décortiqué et je trouve ça intéressant, et là, je suis restée un petit peu, comment je vais vous dire? Perplexe de la façon dont ça avait été, décortiqué, parce que c'est quand même, si c'était une personne qui, ouais, sur ma faim, mais pas encore tellement sur ma faim, Caro, parce que j'ai vu le film et j'ai suivi les actualités de cette époque-là. Juste que j'ai trouvé la façon dont ils ont décortiqué les choses un peu injuste. On la ferait presque passer pour un monstre, hem alors que c'est quand même une femme qui avait du caractère peut-être, mais juste parce que le fait qu'elle avait du caractère, on ne peut pas concevoir que cette femme-là ait du caractère et qu'elle ait été battue, et heu, ça m'a un peu dérangée, parce que, je suis quelqu'un qui a un caractère assez fort, d'ailleurs mon mari vous le dira, et c'est pas pour ça que j'en ai pas pris plein la tronche. Donc j'ai trouvé cette façon, d'interpréter les choses dérangeante. Oui, sauf que chez vous, quand même, il y a plus de choses encore qui sont mises en place en France qu'en Belgique, mais je suis quand même d'accord avec toi là-dessus. Mais je les ai déjà vus, parler, d'émissions criminelles, parce que je suis quand même cette chaîne-là et je regarde vraiment tout, et je trouve que là, il y avait comme un genre de parti pris. C'est ça, Caro. Et du coup, eux, ils disent que comme c'est une personne qui avait un caractère fort, que c'était elle qui tenait les rênes de l'entreprise et cetera, qu'on se demande si, en fait, c'était pas du prémédité et cetera. J'ai trouvé ça fort, parce que même si à un moment, elle l'a prémédité cette histoire-là, après 40 ans de coups et blessures, je vous promets que franchement, il a fallu ravaler sa salive plus d'une fois. Et elle le dit, hein, de toute façon, que si elle l'avait pas tué ce jour-là, ça aurait été lui. Voilà. Alors l'affaire Jacqueline Sauvage, eh bien, c'est une affaire judiciaire française, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait, qui est survenue en 2012 à la suite du meurtre de Norbert, Marot,
qui a été abattu de 3 coups de fusil dans le dos par, son épouse le 10 septembre, 2012. Durant tout le temps du procès, la défense repose sur l'affirmation de violences et aussi d'abus sexuels subis par l'accusé, mais pas qu'elle, hein, même ses filles, durant plusieurs années. Alors, ce qui va, être un peu, dérangeant dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, elle n'a jamais été portée plainte et ses filles non plus. Et je vais vous dire franchement, quand on sait comment les choses, elles tournent, personnellement, j'ai été portée plainte plein de fois. Et c'est seulement quand, au bout de 13 ans, il m'a eu cassé le bras alors que je l'avais quitté, que la justice, entre guillemets, «s'est mis en route» parce qu'il a eu que 76 heures d'intérêts généraux, donc moi je dis: «C'est pas ça une punition» et au jour d'aujourd'hui, après, 18 ans plus tard, il recommence avec sa compagne actuelle et potentiellement il pourrait avoir des problèmes. Donc vous imaginez, il aura fallu 13 ans, toutes les plaintes que j'ai déposées pour mes enfants et aujourd'hui, après 18 ans encore, 18 ans, c'est énorme, il y a encore des plaintes qui sont déposées. Voilà, on est d'accord. Et durant ce procès, ils vont remettre les choses en doute parce qu'il n'y a pas eu de plainte déposée. La condamnation de Jacqueline, en première instance, puis en appel, a une peine de 10 ans d'emprisonnement qui suscite des réactions d'incompréhension dont la médiatisation, bien évidemment, provoque des débats, sur la notion de légitime défense, prémédité dans le cas de violence conjugale. C'est ça, je suis d'accord, Caro. Le 10 septembre donc 2012, dans un pavillon de La Selle-sur-Bienne, dans le Montargois, donc dans le Loiret, Jacqueline, âgée quand même de 65 ans, charge son fusil de chasse et tire les yeux fermés, dans le dos de son mari et elle le tue de 3 coups de feu. Pour expliquer son geste, elle va affirmer avoir eu peur pour sa vie et celle de ses enfants en raison des perpétuelles menaces qu'il aurait proférées le matin et dont elle a cru qu'il allait les mettre à exécution. Il faut savoir qu'il avait dit ce jour-là qu'il la tuerait et qu'après, les enfants étaient en couple, sauf le fils qui travaillait dans l'entreprise, mais ne vivait pas là. Et, et il a promis que quand il l'aurait tué, il irait tuer les enfants. Oui, son fils s'est suicidé. Exact. Son fils s'est suicidé, il n'y a pas longtemps, la justice a réussi ce qu'elle disait en cause et a défendu le mari. Oui, bah oui, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, tout a été remis en cause. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi, mais en mix et il y a aussi des femmes qui battent des hommes. Ça existe. C'est moins médiatisé, mais ça existe. Il y a des hommes qui sont battus par leurs femmes. Donc, comme elle a eu peur pour elle et qu'elle a eu peur surtout pour ses enfants, eh bien, elle le tue. Et le meurtre s'inscrit, selon elle, et à son avocate, dans le contexte de 47 années de violences conjugales, dont certains le jour même. En effet, elle aura la lèvre pétée quand la police viendra. Si l'expertise va attester d'un coup donc à la lèvre, il n'y aura aucune trace de violence qui sont relevées ce jour-là. Exactement, complètement. Complètement, Caro. Oui, mais oui, je sais que ça existe en tout cas. Je sais bien que ça existe vraiment. Les 3 filles, du couple vont témoigner dans le sens de la violence que leur père aurait
commises sur leur mère et avancent que leur père a jadis abusé d'elle. Le mari est connu pour les voisins et les habitants du village comme un homme manifestement colérique et l'avocate, pénaliste, va relativiser les accusations d'inceste. Celles-ci n'ont été formulées que plus de 30 ans après les faits et donc du coup, il n'y a pas eu de traces, rien du tout et on dira même que, ça ira plus loin que ça parce qu'on dira même que sa femme a fermé les yeux tout en le sachant. Donc ça, c'est aussi compliqué. Ça ne m'étonne même pas. Il y a vraiment des histoires de fous et les gens ne se rendent même pas compte, en fait, de la gravité. Moi, je trouve que quand on dit pas de violence conjugale, c'est dans les 2 sens. Le problème, c'est que, une femme qui va porter plainte, elle a déjà enfin, pour coups et blessures, c'est déjà un pas à franchir parce qu'il faut que vous sachiez que c'est super compliqué d'aller se mettre à nu devant la police et de dire: «Écoutez, voilà, je suis battue», tout en sachant que quand, il sera convoqué, il dira qu'il ne l'a pas fait, il vous traitera de menteuse et il sera passé pour une bonne personne et vous, vous serez dévalorisée et vous aurez l'impression d'être salie et du coup, c'est compliqué pour aller porter plainte. Mais c'est exactement la même chose pour un homme. Encore plus, je pense, pour un homme d'aller déposer une plainte et de dire: «Voilà, je suis battu par ma femme» et dans le cadre de, comme Caro le dit, par la mère et par la fille. Vous vous rendez compte comme c'est horrible? L'avant-veille du meurtre, donc le 8 septembre 2012, Pascal, donc le fils, s'est suicidé par pendaison. Parce que, en fait, il a été tout le temps, rabaissé par son par son père et il y a même des personnes qui vont se demander si Jacqueline Sauvage n'a pas protégé son fils et que c'est pour ça qu'elle aurait tué son mari. Enfin, que c'est pas elle qui aurait tué son mari, que c'était lui qui aurait tué son père et qu'elle aurait, caché la vérité. Mais en fait, au cours de l'enquête, ça va être démontré comme quoi c'est bien elle. Donc, elle ne savait pas le jour du meurtre que son fils était décédé et elle va apprendre le décès que lors de sa garde à vue et alors qu'elle était hospitalisée postérieurement au meurtre. La raison du suicide, eh bien, est controversée. Il y a les débats d'audience qui auraient fait ressortir, selon certains, que ce serait dû aux violences qu'il vivait avec son père et selon d'autres, eh bien, ce serait une tentative pour lui d'échapper à sa mère. Ça, c'est ce qui a été dit, mais vous savez, entre la réalité et ce qui est dit, il y a encore un monde. À ce jour, il semble qu'aucun fait, ne départage les différents témoignages, mais forcément puisqu'il est, décédé et que, voilà, il n'a pas pu s'exprimer, il n'a pas laissé de lettres, il n'a pas laissé de courrier, rien du tout. C'est grave, c'est grave en fait, c'est très grave. Hem Plusieurs vont attester que le père et le fils étaient toujours en conflit. Sylvie Marot, donc, déclare le second jour du procès: «Une fois, à Noël, mon père et mon frère en sont venus aux mains et quand ils en sont arrivés à se disputer, on a tous pris nos enfants et on est tous partis. Je suis retournée chez mes parents, maman avait, des coups et des bleus partout
Et un ancien chauffeur va témoigner que Madame Parot est une personne gentille, aimable et que Monsieur Marot était un peu ruste et que c'était un peu tendu entre le père et le fils. Cela arrivait souvent qu'il s'accroche et une des anciennes compagnes du fils qu'elle a quitté parce que en fait, il était devenu violent à son tour et Pascal mettait donc son père sur un piédestal et pour lui et c'est ça encore qui est très dangereux, c'est que comme il mettait son père dans comme sur un piédestal, eh bien, il fallait qu'il lui ressemble et ça, c'est extrêmement dangereux et c'est comme ça que l'on a, dans des familles, des hommes qui reproduisent ce que leur père a fait. Mais vous avez aussi des femmes, donc des jeunes filles qui ont vécu avec des parents dont l'un frappait l'autre et que la fille, elle soit avec quelqu'un qui la frappe et qu'elle va trouver ça tout à fait normal. Parce que elle, tout au long de sa vie, c'est ce qu'elle a vu. Le père, son père, frapper sa mère. Donc pour elle, c'est logique de vivre avec quelqu'un qui la connaît. Donc ça peut être perturbant pour les enfants. Les choses finissaient souvent en violence et une fois qu'il a été grand-père, eh bien, malgré tout, il a continué à frapper tout le monde. Oui, c'est ça, elle a connu que ça. Donc, comme ça finissait toujours en bagarre, eh bien, c'était tout le temps de la violence et c'est vrai que c'était lourd à porter. Et il faut savoir que malgré tout, lui, le père, il faisait tout pour détruire son fils. Donc, elle le couvait, mais lui, il essayait de le détruire et à mon avis, je pense qu'il savait que son fils le mettait sur un piédestal, que son fils admirait son père et que justement, il en a sûrement usé. Le 28 octobre donc 2014, Jacqueline Sauvage, qu'une partie des médias et de l'opinion publique considère comme une victime, est condamnée à 10 ans de prison. La légitime défense n'a pas été retenue. Elle fait appel de la décision et son procès en appel s'ouvre le 1er décembre 2015, donc presque un an, même un peu plus qu'1 an plus tard. Sa peine est confirmée puisqu'elle est condamnée le 3 décembre 2015 à 10 ans de prison ferme parce que la majorité des jurés ont décidé que c'était comme ça. Il y a eu des pétitions qui ont été faites pour la sortir de là. Il y a eu une demande de grâce présidentielle qui a été adressée au président François Hollande à cette époque-là. Et le président de la République va accepter de lui accorder une grâce le 31 janvier 2016, c'est-à-dire une année après. Le 11 août 2016, le 11 août 2016, les magistrats du tribunal d'application des peines de Melun vont rejeter sa demande de libération conditionnelle, et cette décision va à l'encontre des réquisitions du parquet favorable donc à sa libération. La Cour de Paris ayant confirmé cette décision judiciaire et François Hollande choisit alors de lui accorder une grâce présidentielle le 28 décembre. Donc il a été à l'encontre de la justice. Alors, on va se remettre un peu dans le contexte pour comprendre.
Il faut savoir que Jacqueline Sauvage est née le 27 décembre 1947 à Melun, dans une famille de 8 enfants. Elle a 5 frères et 2 sœurs. Sa propre mère était victime de violences conjugales et elle a eu le nez cassé par son mari. Je vous laisse réfléchir pourquoi elle n'a peut-être pas déposé plainte, tout simplement. C'est peut-être juste à cause de ça. Adolescente, elle va rencontrer donc Norbert, âgé de quelques mois de plus qu'elle, et contre l'avis unanime de sa mère et de son père, décédé quelques mois auparavant, eh bien, elle va l'épouser le 5 juin 1965. Et ils auront 4 enfants, Pascal, Sylvie, Carole et Fabienne. Ayant reçu une formation de couturière, eh bien, elle est ouvrière dans une industrie. Et puis, elle va faire de la confection. Et en 1966, elle va donner naissance à son deuxième enfant, donc à Carole, alors que son mari, lui, part faire son service militaire. Il y passe son permis poids lourd, ce qui va lui permettre par la suite de décrocher ses premiers emplois. Et en 1968, le couple fait construire le pavillon dans le Montargois. Et en 1970, le couple s'installe à Melun et Jacqueline accouche de sa troisième fille, donc Fabienne. Quand on voit qu'un juge en France prostituait sa fille de 12 ans, on voit la justice française, s'ils sont tous corrompus, les procès sont bâclés. Je te dirais qu'il n'y a pas qu'en France qui sont corrompus. Il y en a qui font leur travail, mais il y en a qui sont corrompus. Et malheureusement, il y en a plus de corrompus qu'autre chose. Ah oui, ça c'est horrible ça. C'est horrible, Caro, je suis d'accord. Coucou Choupi, j'avoue. En 1981, après le licenciement donc, de Norbert pour faute professionnelle, selon ce qu'elle a déclaré en première instance, eh bien, le couple va acheter un camion et démarre une activité, une activité indépendante, voilà, de transport. Coucou Carpaccio, comment vas-tu? Jacqueline donc va commencer à travailler dans l'entreprise de son mari en 1982. Elle a le statut de conjointe, collaboratrice et elle ne touche pas de salaire. Elle s'occupe principalement de la partie administrative et de la partie livraison. C'est grave parce qu'elle ne touchait pas de salaire justement, donc en travaillant dans l'entreprise, il l'avait complètement à sa botte. En 1989, Pascal et Fabienne rejoignent l'entreprise et y conduisent des poids lourds, tandis que Jacqueline s'occupe juste de la réception. Quant à Sylvie, eh bien, elle devient la gérante de la société qui a été constituée. Et en 1991, la société se lance aussi dans la vente de vin. Et c'est Jacqueline qui se charge à ce moment-là de tout ce qui est prospection. Devant l'enquêtrice de personnalité, ces filles vont conclure que c'est leur mère qui est le chef d'entreprise. Donc, il n'y a pas de souci, Caro. Donc, ça veut dire que sous le prétexte qu'elle était chef d'entreprise et que c'était elle qui gérait la boîte, eh bien, c'était pas possible qu'elle soit battue. Bon. Donc, il faut savoir aussi que le couple, ils allaient à la chasse tous les week-ends, donc ils savaient tirer tous les deux.
Le 23 juillet 2020, elle va, décéder à l'âge de 72 ans à son domicile, heu, où il y a eu le meurtre. Donc quand vous regardez, quand elle a demandé sa libération et qu'elle a été acceptée en 2016, elle n'aura profité, entre guillemets, comme c'était en décembre 2016, c'était en fin d'année, donc elle aura profité ah non, oui, en décembre 2016 ou en janvier, je sais plus, que soit elle n'aura profité que 3 4 ans, heu, donc si vraiment, après tout ça, elle aurait juste fait ça pour, c'était pas pour se défendre, pourquoi elle l'aurait tué, en fait? Elle n'a pas vécu si longtemps que ça après l'avoir tué. Donc le 10 septembre 2012 au matin, Jacqueline, Sauvage et Norbert Marot se disputent au sujet de l'entreprise. À 13h30, elle serait partie se coucher et lors de sa première audition, elle va affirmer avoir été brutalement réveillée à 16h par son mari pour qu'elle lui prépare à manger. Il aurait ensuite, exercé sur elle de la violence physique, il l'aurait menacée, puis frappée et il aurait arraché sa chaîne. Toutefois, l'expertise médicale va attester qu'elle a un coup aux lèvres, mais qu'il y a pas, de traces significatives sur le reste de son corps. Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont rien trouvé de plus probant, mais il y a des endroits du corps où vous pouvez frapper qui ne laissent aucune trace. Par exemple, si vous tapez dans la tête de la personne, bah, il y aura pas de trace de bleu, tout simplement. Donc, on quelque part, bah, ça a été dit comme ça, mais on va pas voir plus loin. On va pas voir dans les cheveux. On va pas raser la personne pour regarder si elle a des bleus en dessous. Donc, voilà. Elle va déclarer avoir pris, des médicaments pour faire une sieste de 5 heures, mais l'expertise ne va pas relever de traces de médicaments dans son organisme. Alors il faut savoir qu'il y a des organismes qui éliminent plus vite certaines doses de médicaments que d'autres. Donc ça peut être aussi significatif que peut-être tout simplement son corps a tout est parti de son corps, quoi. Et sur les circonstances entourant le chargement du fusil, eh beh, Jacqueline va expliquer que pendant sa garde à vue, donc elle va expliquer ça pendant sa garde à vue, que quand elle est descendue chercher ses cartouches, eh bien, elle assure avoir vidé ses poches lors des, précédentes parties de chasse. Elle affirme avoir tiré les coups de feu à 16h, mais bizarrement, il n'aurait été entendu qu'à 19h25 par les voisins. Alors c'est bizarre parce qu'une voisine, témoigne l'avoir vu, donc lui, Norbert, le jour même dans l'après-midi, vers 17h, tandis que Jacqueline appelle les pompiers à 19h. Ce qui veut dire qu'à 17h, il vivait 17h ou 17h30, je ne sais plus, enfin c'est dans ces alentours-là. Il vivait encore et elle dit qu'elle a tiré à 16h. Donc malgré tout, on peut se dire qu'elle a peut-être vécu quelque chose d'intense et que, elle s'est trompée dans les heures, parce que ça peut arriver aussi. Ça va, merci, et toi, Choupi? Et toi, Carpaccio? Ah mais lui, il a répondu. Est-ce que tu vas mieux qu'hier, Choupi? Elle va expliquer qu'elle a fermé les yeux lorsqu'elle a tiré les coups de fusil qui ont atteint son mari dans le dos alors qu'il était assis sur la terrasse. Hem, Ce comportement a paru surprenant de la part d'une personne ayant une pratique de la chasse. Après, moi je vous dis, peut-être qu'il l'a menacée puis qu'elle est partie dehors et qu'elle a profité, tout simplement. Ainsi, c'est un œuf à l'envers,
Elle a peut-être vu l'heure dans le miroir. C'est possible. C'est possible. Après, si elle avait vraiment pris des médicaments, déjà pour dormir, elle était déjà confuse. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand vous êtes, on vous traite comme ça et que vous êtes menacé tout le temps, tout le long de votre vie, tous les jours, chaque jour de la semaine, chaque heure de votre vie, quand la personne est présente, c'est horrible l'angoisse que vous ressentez. Vous avez le ventre et vous avez tout qui se retourne à l'intérieur de vous tellement vous êtes pas bien. Donc c'est possible une erreur d'heure. Qu'est-ce que c'est? Le fait, c'est qu'elle a quand même tiré dessus. Il y a quand même une estimation de 200 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année en France. Rien qu'en France, vous vous rendez compte ce que c'est? J'ai regardé parce que j'ai mis un truc dans le Discord, dans la modération, parce que je dois analyser ce qui est dit dans l'article et j'avais regardé sur mon téléphone. En Belgique, une femme est victime de coups toutes les heures. Vous imaginez, c'est quoi? Toutes les heures. Une femme toutes les heures. Mais c'est horrible, en fait. Coucou Bastien. Sur la période donc 2012 à 2013, les chiffres font état de 149 000 hommes victimes de violences au sein du couple et 3% seulement portent plainte. Sur la même période, il y a 398 000 femmes qui sont victimes de violences et 10 portent seulement plainte. Les hommes représentent 27% des violences de victimes conjugales et 17% de cas mortels. Donc vous imaginez les chiffres que c'est. C'est vraiment un fléau, exactement. Et quand ils ont, chez nous, ils avaient dit en Belgique qu'il y allait avoir la tolérance zéro, blablabla, et c'est au mois de novembre. Ah ben, je vous avoue que cette tolérance zéro, elle ne sert pas à grand-chose. C'est juste un truc qu'on a mis comme ça. On a dit, ouais, on va dire tolérance zéro, mais non. Il est à noter que la nature des sévices endurés diffère selon les sexes. Les femmes subissent plus de violences sexuelles et physiques et les hommes, eux, subissent plus des violences physiques que sexuelles. Voilà, ben, ici c'est pareil. Ça c'est galère, ça aussi, Carpaccio. En 2010 et en 2014, alors que le nombre de femmes tuées par leur conjoint en France oscillait entre 118 et 146 cas par an, celui des femmes reconnues coupables de meurtre sur leur conjoint variait de 23 à 24 cas, ce qui n'est rien du tout. Parmi les 23 cas enregistrés en 2014, seulement 5 ont été le fait de femmes préalablement victimes de violences conjugales. Toutefois, il est quand même reporté que chacun de ces 23 cas portait sur le meurtre ou l'assassinat du conjoint et non pas sur un homicide involontaire. Donc le chiffre des femmes tuées par leur conjoint eux-mêmes, victimes de violences au sein du couple, n'est pas précisé par les données officielles. Tu as eu un accident? Pile quand j'arrive, fais chier. Oh merde! Pour le taf? Ouais, ok, tiens-nous au courant, Bastien. Si on n'est plus en live, fais un message dans le Discord, mais tiens-nous au courant pour dire comment ça va.
Fin 2015, donc la légitime défense pour une femme battue, assassinant son mari, n'a été reconnue en France que dans des cas uniques. Celui d'Alexandra Lange, entre autres, je vous parlais en début de live, et comme les conditions du meurtre répondaient à la légitime défense, selon le principe de proportionnalité, eh bien, l'avocat général a demandé et a obtenu l'acquittement en appel. Lors donc de la condamnation de Jacqueline Sauvage, il a été rappelé que selon la législation française, la légitime défense n'est admise que si la riposte est concomitante et proportionnée à l'agression préalable. Coucou Neiko, comment vas-tu? Or, 3 coups de fusil sont tirés en milieu ou en fin de journée et en réaction à un différend verbal matinal ou autre, eh bien, le fait qu'elle ait utilisé une arme, eh ben, n'a pas été reconnu comme étant une légitime défense. C'est pour ça qu'elle a été condamnée. Peut-être qu'il aurait fallu gratter un peu plus et essayer de comprendre les choses mieux pour pouvoir juger à ce moment-là. C'est plus ou moins à ce moment-là qu'il y a eu, un petit peu avant, qu'il y a eu l'histoire Lange, Alexandra Lange, et du coup, ça fait énormément de polémique. Il faut savoir que Jacqueline va affirmer avoir été sous l'emprise d'un mari violent et n'avoir pas pu, pour le motif, porter plainte contre lui. Mais selon certains journalistes, comme Hélène Mathieu, auteure de La vérité sur l'affaire Jacqueline Sauvage, elle n'était pas sous son emprise. Coucou Stella. J'ai entendu celle-là. De quoi? Coucou Méphisto. Alors, cette auteure, elle va dire qu'elle n'est pas sous son emprise, elle va privilégier l'entreprise familiale qu'elle portait à bout de bras, et c'est là qu'on va voir l'image d'une femme forte qui tient les rênes. Elle qui n'a jamais tenté de partir, même de protéger ses enfants, et malgré le fait qu'ils ont été humiliés et qu'il était infidèle, eh bien, ça n'aurait attisé que sa haine, tout simplement. Tu n'as jamais entendu parler de l'affaire Alexandra Lange? Alexandra Lange, c'était une femme qui avait des enfants, et en fait, elle était toute jeune quand elle a connu son mari, qui était beaucoup plus vieux qu'elle. Je pense même, si mes souvenirs sont bons, elle était encore étudiante. Et il tombe amoureux d'elle, il lui fait croire au grand bonheur, au grand amour, etc. Et le père d'Alexandra va tout faire pour qu'elle ne se mette pas en couple avec lui. Et elle va quand même partir et elle va avoir une fille. Et là, l'enfer va commencer. Elle va avoir d'autres enfants par la suite, il va la frapper, il va être méchant avec la gamine, parce que la gamine est tout le temps avec sa maman. Elle va avoir une voisine qui va l'aider, qui va la retrouver dans un cabanon dans son jardin, dans un état lamentable. Son père va même venir la voir une fois, et lui, il va essayer de faire gentil, mais le père, il ne va pas se laisser abuser, et sa meilleure amie va venir la chercher et l'emmener pour la sortir de là, et elle est tellement sous emprise que quand il va lui promettre qu'il ne recommencera plus, elle va retourner avec lui et ses enfants, et il va recommencer encore et encore,
jusqu'au jour où dans la cuisine, il va l'attraper et il va commencer à la violenter et je pense que si mes souvenirs sont bons, elle est occupée à faire la vaisselle et elle va le poignarder et de toute façon, il l'avait aussi menacé, hein, qu'il la tuerait et qu'il allait tuer les enfants par la suite. C'est un horrible personnage. Hem, il y a eu un film qui est sorti de ça, je l'ai regardé, je l'ai d'ailleurs normalement dans mon disque dur, je pourrais peut-être le mettre dans films et documentaires, mais il faudrait que je le retrouve déjà. Je pense qu'il est dans mon gros disque dur. Hem, cette femme, elle a vécu l'enfer, vraiment et quand j'ai vu le film et bien, je me rappelle que je m'étais, la première fois que je l'ai vu, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis vue, à la place de cette femme, tout simplement. C'est horrible, mais vraiment horrible. Donc ce qui va se passer, c'est que, lors de son premier procès en date du 28 octobre, la conclusion du rapport d'expertise, psychiatrique établit que Jacqueline déclare ne pas comprendre pourquoi elle serait condamnée alors que son mari l'a tyrannisée, elle et tous ses enfants, depuis plus de 20 ans. Je regarderai si tu veux Carpaccio pour mettre le film, si je le retrouve et je le mettrai dans le Discord. Je t'identifierai dessus et tu pourras regarder si tu veux le voir. Le rapport ajoute qu'elle ne paraît pas être dangereuse sur le plan, psychiatrique et elle ne souffre d'aucune pathologie active ou significative. Bah, de rien, je regarderai ça du week-end. Je sais que je l'ai, hein, mais attends, je pense même qu'il est sur YouTube. Je regarderai si je le retrouve, mais normalement, il est sur YouTube. S'il est sur YouTube, je le mettrai ce soir. Moi, je l'avais trouvé là. Lors du second procès, eh bien, le rapport va dire qu'il n'y a pas de remise en question de son acte, qu'elle ne se sentait toujours pas qu'elle se sentait, toujours victime d'un homme dont elle n'a pas réussi à se libérer. Il indique également que sa personnalité s'est construite autour d'une, facilité relationnelle et affective qui s'est traduite par une difficulté d'autonomie affective. Elle, Alexandra Lange, elle est partie à un certain moment pour aller se réfugier dans vous savez, les foyers pour les femmes, battues et cetera et on ne lui a pas trouvé de place. Donc elle était à la rue. Elle avait des enfants. Elle avait presque pas d'argent et elle était obligée de retourner. C'est vrai qu'en général, les Jérômes sont gentils, c'est vrai. Jacqueline, reconnue, est allée en 1992 au domicile de Laurence, sa rivale à l'époque, pour lui faire peur avec une arme et l'avoir poursuivie jusqu'à la gendarmerie. Ça, c'est quand elle avait découvert, que son mari de l'époque, donc monsieur, Norbert, avait une maîtresse. Et elle va aller trouver la maîtresse et la menacer, avec son arme et du coup, ben, ça va pas, être bon pour elle parce qu'on va dire, bah, si elle a su aller menacer, cette dame-là avec une arme, ben, elle aurait très bien pu menacer son mari. Donc voilà. Jacqueline et ses filles affirment avoir été sous l'emprise d'un mari et d'un père violents et ne pas avoir pu, pour ce motif, porter plainte contre lui. Si elle avait porté plainte, ça aurait été pire. Le 27 octobre, un ancien employé du couple décrit Jacqueline comme étant une femme soumise qui faisait profil bas lorsque son mari commençait à élever la voix. Sylvie Marlot, donc la fille, va expliquer qu'elle craignait le comportement de son père et des représailles si elle le dénonçait. Interrogée sur l'absence de plainte déposée, sa sœur Carole fait état des mêmes peurs de représailles. Et enfin, la troisième sœur, donc Fabienne, explique également
que si elle avait porté plainte, son père aurait été placé en garde à vue et puis il serait revenu dans le foyer conjugal où sa mère aurait aussi subi des représailles. Donc, en fait, toute la famille n'aurait pas porté plainte parce que ils avaient peur des représailles. C'est vrai qu'on le sait, même si on va les chercher, qu'on les met qu'on les enferme, qu'on les questionne, ben, quand ils sont libérés, on n'y pense pas à ça, mais ils peuvent faire n'importe quoi. Donc c'est ça le problème en fait. Donc, à de multiples reprises, lors de cette audience, Jacqueline et ses filles vont expliquer leur absence de dépôt de plainte par peur et l'espoir que la situation s'arrangerait. Et une des anciennes compagnes du fils de Pascal, qui s'est avéré violent, fait part quand même en appel des difficultés et de l'inutilité, je vais y arriver, de porter plainte, de l'absence d'aide et aussi de la peur qui, selon elle, justifie l'absence de fuite de Jacqueline. Donc voilà. Oui, mais il faut que ce soit établi et on ne le fait pas au bout de la première fois. Donc voilà, c'est toujours ça le problème. Il y aura des témoins, mais les témoins n'ont pas assisté aux violences, conjugales. C'est ça, c'est très long les procédures judiciaires et croyez-moi qu'il a le temps de vous tuer 2-3 fois. C'est ça. Il devrait avoir des mesures d'éloignement, dès que ça commence, tout au début. Déjà quand il y a les premières plaintes, vraiment, et que c'est avéré. Quand une femme va porter plainte et qu'elle a été à l'hôpital et qu'il y a un rapport d'hôpital comme quoi elle était victime de violences, qu'il y a le coup, qu'il y a des photos, qu'il y a des rapports de médecins et qu'il y a plainte, déjà à ce moment-là, ouais, j'ai vu ça, Jérôme, c'est horrible. Déjà là, bah, il devrait déjà y avoir des mesures d'éloignement. Oui, mais quand c'est pas respecté, tu appelles la police se déplace et ils l'arrêtent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment grave de laisser ça comme ça. C'est vraiment. Donc il y a une voisine, par contre, du couple qui va affirmer avoir peur de monsieur Marot. Ils ont également porté plainte contre lui, mais la plainte a été classée sans suite et cette même voisine affirme également que son mari avait giflé Jacqueline. Enfin, elle témoigne que Norbert Marot était un homme violent verbalement, mais qu'elle ne l'a jamais vu violenter sa femme. Elle l'a juste vu la gifler, mais déjà une gifle, c'est déjà énorme. Dites-vous que si vous êtes en couple, et ça, je ne parle pas nécessairement pour ceux qui sont dans le chat, parce que je ne pense pas qu'il y en ait qui vivent ça, mais sachez que si vous vivez avec quelqu'un ou que vous connaissez quelqu'un qui vous a frappé une fois, eh bien, c'est la fois de trop. Au bout d'une fois, prenez vos affaires et partez. Parce que même une gifle, vous allez vous dire: «Oh mais c'est qu'une gifle». Eh bien, ça commence comme ça. Ça commence par une gifle, puis une gifle et puis 2 gifles et puis 3 gifles et puis ça finit en coup de poing et puis vous finissez à terre et vous finissez sous les coups de pied, les coups de poing et tout ce que vous pouvez rêver et tout ce qu'on vous envoie sur la tronche. Donc après la première gifle, ça c'est encore pire. Ça c'est encore pire, vraiment. Quand il y a en plus l'alcool, là, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe.
Donc les 5 jours de procès, ne permettent pas aux jurés de comprendre pourquoi il y a aucune plainte, pourquoi aucun certificat médical n'est établi et c'est comme ça qu'ils vont se dire: «Mais pourquoi elle est restée 47 ans auprès d'un mari violent?» Et à l'issue de ce procès dans lequel elle va, comparaître, libre, Jacqueline alors va, elle encourt quand même 30 ans de prison pour homicide volontaire et elle est condamnée à, par la cour de cassation d'Orléans à 10 ans. Ouais, tu en as qui sont pas nécessairement PN, hein, mais qui sont violents. Elle est incarcérée, après le verdict et son avocat qui espérait une peine, assortie d'un large sursis, hem, fait appel de la décision, le jour même et la médiatisation va faire aussi, ça va secouer, hein. Tu as des personnes, qui sont violentes et qui sont pas, pervers narcissiques, la différence, c'est qu'en général, un homme qui est violent, juste violent ou qui est alcoolique et violent, il ne se cachera pas ou il ne se laissera pas, il ne montrera pas un autre côté de lui. Par contre, hem, un pervers narcissique, il va montrer une autre facette aux gens de ce qu'il est. Donc les gens, quand vous allez leur raconter ce qui vous arrive, ils vont me dire: «Mais non, c'est pas vrai, il est gentil, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis des bêtises» et cetera et c'est ça le problème. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, Miomix. Donc ce qui va se passer, c'est que le 24 novembre 2016, la cour d'appel de Paris rejette à son tour la demande, d'emménagement de peine et grâce au présidentiel, eh bien, le 31 janvier 2016, elle sera, relaxée par, la grâce présidentielle de François Hollande et cette grâce lui permet de présenter immédiatement une demande de libération et le président de la République a voulu, face à une situation humaine exceptionnelle, rendre possible dans les meilleurs délais le retour de madame Sauvage auprès de sa famille, dans le respect de l'autorité judiciaire. Le 26 décembre, Benoît Hamon, alors, candidat à la primaire de gauche, s'adresse publiquement et indirectement au président de la République en lui demandant de gracier totalement Jacqueline Sauvage. Et après quand on dit qu'elle dit: «Mais non, il est gentil, c'est l'homme qui lui met la pression, sinon il la frappe». Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y en a même qui diront: «Oh mais c'est elle qui le cherche». Ou alors il y en a qui diront: «Bah, elle reste avec lui, elle aime ça». Mettez-vous 2 minutes à la place de cette personne et non, elle n'aime pas ça. Elle subit et elle a pas le choix. Elle a peut-être pas le choix pour les enfants, elle a peut-être pas le choix parce qu'elle a pas l'argent, elle a peut-être pas le choix parce que ses parents veulent pas l'aider, elle a peut-être pas le choix parce qu'il y a personne qui la croit, elle a peut-être pas le choix parce que la plainte, reste là et les gens s'en foutent. Il y a plein de raisons pour laquelle une femme peut rester sous l'enjoug et sous l'emprise d'un homme et pareillement d'un homme sous l'emprise d'une femme. N'oubliez pas que ça va, même s'il y a beaucoup moins de cas d'hommes battus que de femmes battues et qu'on en parle beaucoup moins, il y en a autant. Donc le 6 janvier 2017, il y aura, une interview, donnée à la suite de sa libération et Jacqueline va déclarer: «Je ne suis pas coupable, c'était lui ou c'était moi». Voilà. Après, vous pouvez aussi trouver le film parce que je l'ai
J'avais une amie, son mec l'avait mis dehors de son appart. Elle voulait rentrer chez elle, du coup, elle avait mis son pied pour pas qu'il ferme la porte et bien, il lui avait cassé des doigts de pied avec la porte pour fermer la porte de force. Un vrai connard, heureusement qu'elle n'est plus avec lui. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ça, c'était la première affaire, que je voulais, discuter avec vous, parce que c'était un cas très spécialisé, hem, que ce soit Jacqueline Sauvage ou que ce soit Alexandra Lange, ça a été médiatisé, donc il y a beaucoup de gens qui le savent, mais il y a pas que ces femmes-là. Il y a des tas de femmes qui vivent ce qu'elles ont vécu, qui vont rester 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre ça, parce qu'elles ont pas l'argent, parce qu'elles ont pas de quoi s'en aller, parce qu'elles ont personne pour les aider et aussi parce que peut-être elles ont personne pour les éloigner. Parce qu'il faut savoir que dans un pays comme la France, si par exemple vous vivez, des violences conjugales et que vous partez par exemple, vous habitez dans le nord et que vous partez dans le sud, eh bien, il faut encore trouver du travail, de quoi survivre et cetera. Mais peut-être qu'en mettant une très longue distance, il laissera la femme tranquille. Mais il faut qu'elle puisse se retourner, il faut qu'elle puisse se protéger, elle et ses enfants et c'est là que c'est compliqué. Et la deuxième affaire dont on va parler est, une autre histoire qui n'a rien à voir. C'est vraiment enfin, c'est un tueur, proprement parlé et il s'agit d'un tueur, dont vous avez déjà entendu les histoires. Il s'appelle Gilles de Rais, R-A-I-S. C'était un héros de guerre qui est devenu un tueur. Vous avez sûrement, pour certains, entendu l'histoire, le conte, de Charles Perrault, Barbe bleue. Eh ben, ce conte-là n'est pas né de son imagination, mais il est inspiré d'une histoire vraie et cette histoire vraie, c'est celle de Gilles de Rais. Ça ne me dit rien. Ah oui. L'une des plus grandes affaires criminelles et pédophiles de l'histoire. Nous sommes à la moitié du XVe siècle, sous le règne de Charles VII, oui, et la France est livrée, aux Anglais. Oui, moi je le dis, ouais, normalement c'est Gilles de Rais. Ça s'écrit comme ça. Attendez, je vais vous le noter. Voilà. Mais normalement, ça se dit pas. Ça, on ne dit pas le S. Et Gilles est un des hommes les plus riches et les plus influents du royaume. Et le baron se montre brave et courageux aux côtés de Jeanne d'Arc. Cette chef de guerre qui va sauver Orléans. Son héroïsme est même récompensé et il est nommé maréchal à 25 ans seulement. Et on va trouver entre guillemets, des circonstances atténuantes dans le sens que c'était quand il était enfant, Gilles a été bouleversé par la mort de son père. Il va naître en 1404 au château de Malcourt, au bois de Poitou, et son père hérite des terres de Jeanne la Sage. Et sans héritier, la baronne désigne donc son père, Guy. Et son neveu, Guy, pardon, excusez-moi. Et en contrepartie,
Il lui promet de protéger, ses biens, ses terres et de faire perdurer les armes de la famille Ré. C'est ainsi que Guy de Laval, devient Guy de Ré et marié à Marie de Craon, eh bien, Guy de Ré tiendra sa promesse grâce à la naissance de Gilles, qui sera son futur remplaçant. J'allais dire, la Jeanne, elle a été franchement récompensée. En 1415, son père décède et sa mère se remarie immédiatement et elle abandonne ses 2 enfants, Gilles et René. Et les 2 orphelins vont être passés sous la tutelle de leur aïeul, un seigneur et là, tout va changer du tout au tout parce que le vieil homme n'a pas la capacité pour éduquer les 2 frères et le tuteur va rapidement se débarrasser donc de Gilles à l'âge de 16 ans en le mariant, en 1420 et ce mariage vient développer sa fortune déjà très importante et il va donner naissance à une fille. Gilles se rend régulièrement à la cour du roi Charles, appauvri, dénué d'autorité et de prestige, le roi de France est mis à mal face au massacre que subit son pays. L'Angleterre saccage les terres, envahit la France et s'étend de plus en plus sur le territoire. C'est à ce moment-là que Jeanne d'Arc fait son apparition et Gilles, en homme d'armes, est chargé par le roi de défendre la chef de guerre. Et le baron suit partout donc Jeanne d'Arc. Dans ses batailles, etc., il est vaillant. Et voilà, c'est quelqu'un de brave et de vaillant. Et il a vu énormément d'atrocités. Et on pourra, entre guillemets, dire que toutes les atrocités qu'il a vues vont peut-être le faire basculer. Après l'arrestation de Jeanne, Gilles va se retirer sur ses terres dans son château et après avoir vécu la guerre, eh bien, le maréchal va s'adonner à des plaisirs beaucoup plus raffinés. Comme il a une grosse fortune, eh bien, il dépense son comté. Et lui qui apprécie l'art, la littérature, la musique, il va s'entourer des œuvres les plus rares et il se constitue donc une bibliothèque qui va être extraordinaire et qui va rassembler des manuscrits très importants. Et au château, il faut savoir qu'il compose une cour digne d'un grand souverain, donc comme le roi. Sa garde est composée de plus de 200 chevaliers et du coup, eh bien, ça protège tout son patrimoine complet. Donc c'était quelqu'un qui avait de l'argent, qui aimait dépenser. Et vous allez me dire, comment est-il devenu un serial killer psychopathe? Eh bien, c'est lors d'un fait grave qui va se passer dans les ruines du château, qui va mener Gilles vers l'horreur et le sadisme. Son fastueux train de vie oblige le maréchal de France à mettre en vente donc ses terres et l'ensemble de ses biens parce qu'il a tellement fait de bêtises que plus rien ne va fonctionner. Il va crouler sous les dettes, ça va s'accumuler et toutes ses dépenses vont le ruiner complètement. Il va hypothéquer ses terrains auprès d'un duc et sa famille, effrayée de voir cette descente aux enfers, va demander au roi d'intervenir.
Le maréchal alors va se voir être interdit de vendre son château et ses terres, et une idée le hante alors: il lui faut trouver une nouvelle fortune. Et pour ce faire, il va se tourner vers l'alchimie et la transformation du métal en or. Pour les anciens qui, qui connaissent Angélique, le film Angélique, Marquise des Anges, ça va vous faire sourire, cette histoire de transformation de métal en or. C'est en 1426, alors qu'il n'est âgé que de 22 ans, qu'il commence sa quête de l'or. Et il va consacrer tout. Il sera tout le temps son nez dans les grimoires, dans les manuscrits. Il va lire beaucoup d'écrits concernant Nicolas Flamel et la pierre philosophale. Et en tant qu'amateur de livres rares, il en possédait énormément. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, tout ce qui touche aux travaux d'alchimie, etc., c'est interdit et condamnable. Bonsoir, gros charou, comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le live. Je me demande si c'est pas David. Est-ce que c'est David qui a changé son pseudo? Ou il a toujours le même pseudo, je ne sais plus. Il fait alors venir à son château des transmutateurs pouvant réaliser l'impensable pour transformer donc le métal en or. Mais toutes ces tentatives vont rater les unes après les autres. Le plomb va rester plomb et le baron, ruiné, finit par se convaincre qu'il n'est pas possible de réussir sa quête de l'or. Et il va demander de l'aide à Satan. C'est à ce moment-là que le maréchal va se transformer en un véritable monstre tueur de jeunes garçons et aussi de jeunes filles. Peut-être que oui, peut-être que non. Petit coquin. Ça va parler aux personnes qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde concernant les enfants et concernant ce qui dit satanique. Pour commencer, donc, il va s'intéresser donc à la chimie et toutes les légendes qui en résultent, qui sont intéressantes à aborder. On peut aussi notamment citer la fameuse pierre philosophale. La légende raconte que cette pierre peut transformer le métal en or, vous le savez, et donnant l'immortalité et la connaissance. D'ailleurs, je pense qu'on avait fait un live sur la pierre philosophale, je ne me rappelle plus. Et c'est là que plusieurs sorciers passent la porte du château sur demande donc de Gilles, et l'un d'eux, dénommé Dumesnil, oui, je pense que c'est ça, il va signer un papier l'engageant à donner au diable tout ce qu'il voudra, hormis, bien évidemment, sa propre vie et son âme. Et c'est à ce moment-là qu'il va invoquer les esprits et faire appel à des démons. Il accueille en sa demeure des maîtres de la magie, des grands évocateurs de démons. L'un des hommes les plus spirituels de son temps, c'était François Prélati, je pense que c'était lui. Les sources affirment qu'après avoir été ordonné prêtre, eh bien, François Prélati se serait livré à d'abominables sacrilèges et qu'il aurait pratiqué donc le rituel meurtrier de la magie noire. David. Et du coup, serait-ce cet érudit qui va mener Gilles de Ré à la pire des infamies? Quoi qu'il en soit, il se prend rapidement d'amitié avec François, et tous les deux vont mener une rude bataille pour entrer en contact avec les démons et Satan.
Alors que François évoque, Satan seul dans sa chambre, Gilles entend son ami en train de se faire marteler de coups et avec son héroïsme qu'il lui connaît, il force la porte et entre et il va trouver François ensanglanté qui lui tombe dans les bras. Le jeune prêtre est alors pris d'une grande fièvre et les coups reçus étaient beaucoup trop forts. Assister à cet événement a renforcé sa croyance envers le diable et les démons. Pour François et tous les sorciers qui entourent le maréchal, l'issue est simple. Il faut que Gilles cède son âme ou commettre des crimes. C'est alors que là, il va dire non, pas question. Je ne veux pas donner ma vie ni mon âme. Et donc, l'homme il va préférer s'adonner au meurtre et succomber à la barbarie. Pour sa première victime, il va s'attaquer à un jeune garçon lors du procès. Gilles et ses compagnons n'ont pas été capables de donner son nom ni son âge. Mais les sévices qu'ils vont lui faire subir ont été relatés. Après l'avoir kidnappé, ils vont lui trancher la gorge, ils vont lui arracher le cœur, les yeux, ils vont lui couper les poings et ils vont le présenter au diable en offrande. Mais ce dernier ne va pas se manifester. Le silence de Satan va mettre en fureur le maréchal qui ne désespère pas et bien au contraire, il va commettre la plus grande série de crimes que l'on connaisse jusqu'à présent. C'est toujours plus facile de donner les affaires des autres que les siennes. Ouais, je suis d'accord. Mais grave. Pendant 8 années, de 1432 à 1440, les habitants de l'Anjou, de la Bretagne et de Poitou vont vivre dans la terreur parce que leurs enfants disparaissent les uns après les autres sans laisser de traces de leur corps. Leur progéniture sort de l'école et ils vont jouer et ne reviennent jamais à la maison. Les parents crient, les parents pleurent, mais en vain. Les raisons de ces crimes sont totalement inexpliquées. Des légendes se dispersent, comptant qu'il s'agirait de méchantes fées ou de génies malfaisants. Mais non, pas du tout. Pendant ce temps-là, Gilles continue son chemin dans les ténèbres. Ce qui devrait être un départ de crimes commis pour Satan se transforme en une véritable barbarie. Le maréchal ne se contente plus de tuer ses victimes, il leur fait subir des sévices effroyables. Il va les violer, les torturer pour finir par les égorger et les étrangler. Gilles utilise ensuite le sang des enfants pour écrire ses grimoires et ses formulations. Les corps finissent démantelés, brûlés dans les grandes cheminées du château. Et ils sont entassés les uns au-dessus des autres. Et au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus hard. Ce qui devait être juste un sataniste va laisser place à un psychopathe pédophile parce que son besoin de fabriquer l'or laisse place à une pulsion sexuelle et criminelle sans limite. Parmi les hommes qui ont épouvanté la terre, eh bien, Gilles de Rais tient une part énorme. C'est ainsi que toutes les villes de Poitou, de Bretagne et de l'Anjou vont commencer à avoir très peur parce que ces disparitions d'enfants sont au cœur de toutes les discussions. Parmi les pauvres victimes, on peut citer mais plein d'enfants, des marchands, des fils d'eux, toutes sortes. Les parents se lancent dans des recherches infructueuses pour retrouver leurs enfants et finalement tomber dans une détresse sans fin. Les corps n'ont jamais été retrouvés. Ils ne savent pas si leurs enfants sont encore en vie ou décédés, s'ils ont souffert ou pire.
La population donc se rend vite compte que ces enlèvements ont lieu dans un territoire bien bordé, celui qui se trouve sur les terres donc du baron. Mais toutes les plaintes restent secrètes. Quel paysan oserait se révolter contre un puissant? Personne. Encore aujourd'hui, c'est d'actualité. Pour faire enlever ces victimes, Gilles fait appel à des complices, bien évidemment. Et pour s'assurer de leur silence, eh bien, il leur fait le serment devant Dieu de ne jamais révéler le secret. Et pour attirer les enfants, une femme nommée Périne erre dans les villages et les accoste. Et c'est là que moi j'ai tiqué parce qu'elle s'appelle Perrine Martin. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Sa voix douce et séduisante mène rapidement les bois, les trois hommes les bâillonnent et les amènent tout simplement auprès du meurtrier. Donc elle parle aux enfants doucement, gentiment, elle les amène dans les bois, les trois hommes, les trois complices attendent, ils les bâillonnent, ils les emmènent et puis l'affaire elle est faite. Ils sont même allés jusqu'à demander certains enfants directement aux familles, risquant tout simplement d'attiser les soupçons. Et c'est ainsi que Perrine, la mère de Colin, alors âgée de 10 ans, confie, pas Perrine, pas celle dont je vous parlais tout à l'heure, mais une autre, confie son fils directement au ravisseur parce que la promesse d'un avenir meilleur pour son fils la séduit. Et Gilles trouve que ce petit garçon est fort bien choisi et beau comme un ange. C'est un truc de fou. C'est difficile à dire combien il a tué d'enfants, mais les historiens ne sont pas forcément d'accord entre eux. Lui-même l'ignore le nombre d'enfants qu'il a tués, donc l'acte d'accusation de procédure civile porte le nombre de plus ou moins 200 enfants. Ce chiffre se base sur des déclarations de témoins, des compagnons au baron. Aujourd'hui encore, on retrouve des traces de ces victimes et en 1889, donc 400 ans plus tard, un médecin va découvrir dans les oubliettes des têtes d'enfants qui sont entassées là-dedans. La barbarie va prendre fin au bout de 8 ans parce qu'il va se faire arrêter. L'étau finit par se resserrer autour de lui et toutes ces disparitions commencent à faire mouche auprès de l'évêque de Nantes qui envoie des enquêteurs. Et ils vont rapidement faire le rapprochement entre Gilles qui fait kidnapper ses victimes au fil de ses déplacements entre ces domaines. Il est finalement arrêté pour meurtre le 15 septembre 1440 dans son château et il n'a que 35 ans. Il est envoyé dans le château de la Tournoire à Nantes où il sera renfermé et interrogé. Le tribunal va le condamner tout simplement à la pendaison et au bûcher parce que à ces époques-là, on faisait les choses convenablement. Au tribunal, il va confesser tous ses crimes. Il va raconter aussi l'agonie vécue par tous les enfants devant les parents en détresse. À la fin, il va tomber à genoux en criant et en demandant à Dieu la miséricorde et le pardon. Puis il se tourne vers le peuple et crie à nouveau: « Vous, les parents de ceux que j'ai si cruellement mis à mort, donnez-moi le secours de vos pieuses prières. » Et le 25 octobre, le tribunal va le condamner, tout simplement. Et il sera condamné à la pendaison et au bûcher
accompagné de ses compagnons de crime. Donc il ne va pas être seul à être jugé. La jeune femme, Perrine Martin, et les 3 gaillards qui travaillaient avec lui vont tous être condamnés à être pendus et à aller au bûcher. Même si la vie de Gilles est bien différente de celle de Barbe-Bleue, les atrocités commises le qualifient d'ogre d'enfant. Il se verra nommer le Barbe-Bleue nantais. Charles Perrault s'est sans doute inspiré de la brutalité et de la cruauté de ces meurtres commis pour imaginer le personnage particulièrement terrifiant du célèbre Barbe-Bleue. Parce que Barbe-Bleue, entendons-nous bien, ne prenait pas des enfants, mais pour ceux qui connaissent le conte, parce qu'il y en a peut-être certains qui ne connaissent pas, il choisissait une femme et elle avait droit d'aller dans toutes les pièces, sauf dans une pièce où se trouvaient les restes, enfin la tuerie, les traces de la tuerie de sa précédente femme, dite morte. Et elle trouvait toujours une clé, etc., pour y accéder. Et du coup, il les tuait. Et c'était une histoire vraiment pareille, très cruelle. Vous vous rendez compte qu'on vous raconte ça quand vous êtes enfant pour déjà vous mettre en condition par rapport à ça. C'est abusé quand même. Certaines histoires qui sont faites, qui sont dites contes d'enfants. Moi, je me souviens très bien de cette histoire-là. J'ai eu le livre quand j'étais enfant. J'avais le disque aussi, etc. Donc l'histoire de Barbe-Bleue fait partie, les contes de Perrault font partie de ce que nous, on écoutait quand on était enfant. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus grand monde qui doivent les écouter, parce qu'il y a plus grand monde qui, voilà, Hansel et Gretel, c'est pas mal aussi, avec la sorcière, qui les met qui essaie qui tue des enfants, qui les fait brûler. Ces contes-là, oui, aussi. Mais ça, c'est venu beaucoup plus tard, les contes de Grimm, Jérôme. Mais ces contes-là, moi, je trouve qu'ils sont horribles quand on y réfléchit bien. Quand on était enfant, on écoutait les contes et on se disait, oui, c'est des contes. Mais quand au jour d'aujourd'hui, vous connaissez le monde, comment il fonctionne,